Ok, super. Donc merci encore. Je suis ravi de participer à cette journée et d'échanger sur le sujet. Et je pense que les discussions préalables ont été aussi vraiment, vraiment instructives pour moi. J'ai quitté la France il y a quand même quelques années déjà pour des questions des opportunités de recherche. Et je sympathise vraiment pour les efforts que ça représente toujours en France d'être prospectif. On sait tous très bien que, être permis d'être prospectif, ça ne veut pas forcément dire d'être soutenu. Donc je vous félicite pour vos efforts, et j'espère que le travail que je vais présenter, va être, d'une certaine manière, peut provoquer certaines idées ou certaines discussions, je l'espère. Donc je suis actuellement doctorant, en architecture, et principalement en technologie pour l'architecture. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, étant architecte de formation, ça demande d'avoir une certaine position, qui, pour ma part, doit être à la fois théorique et technique sur ce qu'on entend par une technologie, et sur, son apport pour l'architecture. Ça C'est le genre de position, que je tiens et avec laquelle je suis arrivé de par mon éducation que j'ai eue en France, dans ma formation d'architecte, hem, partant du point de vue tout simplement que si un des axes fondamentaux de l'architecture consiste dans un travail de synthèse. Lorsqu'on parle de technologie, pour l'architecture, il faut être capable hem, de d'organiser l'histoire des idées, le long de ces 2 vecteurs. Donc, ce que je fais très brièvement dans mes recherches, c'est, quelque chose converge à la fois, fait converger le domaine extrêmement riche et varié des sciences cognitives qui, demande également lui-même d'être, extrêmement pertinent à la fois sur les contenus théoriques et techniques, qui rassemble, des champs de connaissances sur la psychologie, sur l'ingénierie des signaux, sur la philosophie, hem, sur énormément de domaines qui, je vais essayer de le montrer aujourd'hui très brièvement, apporter des questions qui sont extrêmement concurrentielles à celles de l'architecture, mais qui n'ont pas forcément été interprétées de la même manière. Hem Et plus concrètement, en guise d'introduction brève sur mes recherches, ce que j'essaye de faire, c'est de développer une contribution, consistante, sur la question du design génératif et des technologies liées à la modélisation, générative en architecture, en utilisant des motifs neuronaux, discriminants, heu, comme par exemple, ce qu'on appelle les potentiels liés à des événements. Je vais aussi en parler brièvement. Hem En travaillant principalement sur une seule modalité sensorielle qui est la vision et une seule modalité, heu, de mesure qui est l'électroencéphalographie, implémentée dans des systèmes d'information et de communication qu'on appelle, communément des interfaces cerveau-ordinateur. Tout ça avec des paradigmes de présentation, génératifs, l'idée étant de se dire, ben, ces questions-là, qu'on trouve, finalement concurrentielles en sciences cognitives, sont implémentées avec certaines technologies, hem, parlent de certaines technologies implémentées avec certaines techniques, hem, et leur expérimentation pour des questions similaires en architecture et en modélisation deviennent pertinentes. Hem Et donc pour le dans le développement de ce questionnement au cours de mes recherches, j'ai effectué, une sorte de progression dans les expérimentations qui partent de technologies et modèles connus dans les interfaces cerveau-ordinateur,
et les modèles de communication naturelle vers des expérimentations qui deviennent de plus en plus ciblées sur des applications architecturales. Tout en essayant de conserver des principes qui les lient tous, et donc en commençant par l'indexation de mots qu'on retrouve dans ce qu'on appelle des spellers, pour par exemple la communication naturelle avec des personnes qui sont paraplégiques ou qui n'ont plus que la vue pour communiquer, mais qui sont coupés finalement d'une direction de communication qui est l'expression. Donc de partir de l'indexation de mots pour essayer d'implémenter des modèles de croissance de forme vers, encore une fois, l'agrégation de parties corrélées à des catégories visuo-sémantiques, et puis la délinéation d'espace ou de segments de perspective à partir d'informations de texture. Finalement, tout ce qui lie ces expérimentations, c'est l'utilisation et la compréhension de certains phénomènes discriminatoires comme étant des indicateurs de valeur, de création de valeur dans les processus cognitifs. Porté à une considération de plus en plus générique, c'est un des potentiels, finalement, qui, il me semble, après quelques années de réflexion, peut-être un des enjeux les plus bénéfiques pour établir des technologies de conception. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais essayer de faire un contrepoint historique sur certaines positions que ça demande d'avoir en tête. Et je pense qu'elles seront intéressantes aussi pour vous, au vu des présentations qui ont été faites précédemment. Après, je vais donc continuer avec une sorte de présentation en trois grandes parties, brièvement, sur l'évolution de ma réflexion avant ma thèse, pendant ma thèse et ce qui est en train de se préparer actuellement. Donc, commençons avec donc, un petit contrepoint historique sur deux notions importantes qui sont des notions de représentation et d'expérience. Par représentation, j'entends pas bien sûr la représentation graphique, comme on en parle communément, mais la représentation comme terme qui a été extrêmement actif et qui n'est toujours pas un consensus dans les sciences cognitives, dans le développement des sciences computationnelles, mais qui a vraiment sérieusement impacté certains discours architecturaux, et la notion d'expérience de la même manière. Et je pense par ces deux points, on peut aborder des positions architecturales sur l'intégration des neurosciences en architecture ou l'intégration de l'architecture en neurosciences. Il y a deux choses qui me semblent être, pour parler de représentation et d'expérience, plus particulièrement pour ma part, qui suis porté plus sur des questions de modélisation en architecture, il y a deux choses qui me semblent être des vecteurs fondamentaux dans la conception architecturale, et qui sont vraiment corollaires vraiment avec certaines compréhensions de la vision comme technologie en sciences cognitives. Par exemple, la perception visuelle et certains niveaux plus développés de la cognition. Un de ces aspects-là, c'est l'encodage de parties. Quand on parle de modélisation, on parle d'articulation de parties qui sont un des traits qui tient le terme d'architectonique fondamental à l'architecture et à la modélisation en architecture. Comment articuler des parties qui peut être, par exemple,
très bien vu dans l'histoire des idées en architecture et les formations stylistiques. En architecture, on parle de code quand on parle de leur spécification, la spécification des parties, leur modalité de réalisation, donc, par exemple les formalisations stylistiques, les codes de construction, etc. Mais quand on parle de l'information qui arrive sur la rétine et qu'on parle d'information optique, on parle d'un trajet qui vient d'un photon, un paquet d'informations porté par un photon qui arrive sur la rétine et qui est encodé d'une certaine manière pour préparer une forme d'indexation, de préparer une forme de relation sémantique entre le monde, ce qu'on perçoit du monde, et ce qui se passe dans l'esprit. Donc c'est la production d'une représentation qui fait sens dans notre esprit, qui est véhiculée par cet encodage, l'encodage de l'information. Un effort corollaire en architecture, c'est donc l'encodage de ces éléments pour pouvoir ensuite formuler des relations et des articulations qui font sens. Donc Claude Perrault est un exemple flagrant de tout ça, malgré son incompréhension des phénomènes de perception, sachant qu'il avait affaire avec les connaissances de l'époque en neuroanatomie, qui n'étaient pas forcément les meilleures, ou disons plus portées sur des questions de matérialisme. Et le deuxième point, une fois qu'on a passé le point de l'encodage de ces parties, on peut parler de leur articulation. Et dans notre éducation d'architecte, on utilise fréquemment le travail d'Andrea Palladio pour apprendre à articuler un escalier qui mène à une entrée, à articuler des espaces entre eux pour créer un ensemble qui fait sens. Et ce qui est une forme de développement du vocabulaire architectural finalement. Pardon, je me rends compte que je ne switch pas les diapos au bon moment. Donc Palladio, un exemple à Villa Rotonda, sur comment articuler des parties en un ensemble qui fait sens. Tout ça fait partie de l'éducation sur comment un architecte peut développer un vocabulaire en s'entraînant à articuler tous ces ensembles. Et c'est finalement en contrepoint aussi de Durand, qui est plus sur l'établissement d'une grammaire, un précurseur de la grammaire générative de ces éléments, mais qui n'a pas forcément attrait sur la création de sens. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans le développement des technologies pour la modélisation en architecture, une des choses qui a été interprétée au travers de l'évolution concurrentielle des sciences cognitives, c'est infiltré dans la question du génératif. Ça s'est passé, on le sait maintenant, par le tournant linguistique et les discussions qui ont eu lieu dans la première moitié du XXe siècle entre l'objectivation de la raison, le développement de logique formelle, on pense à Hilbert par exemple, puis l'influence des grammaires génératives avec Chomsky, pour représenter ou donner des structures de représentation qui permettent de déployer une sorte de variance. En architecture, et principalement, plus précisément dans le développement des logiciels de conception, une des influences les plus prégnantes et qui est
toujours aujourd'hui, je pense, extrêmement forte, c'est le travail de Steiny and Gibbs sur les grammaires de forme et sur les exemples qui ont été développés ensuite, par exemple, sur la grammatisation systémique d'architectes comme Frank Lloyd Wright. Qu'est-ce que ça pose comme problème pour un architecte? Déjà, ça a ouvert une porte sur la productivité de l'ordinateur pour la modélisation architecturale, la capacité à produire une énorme quantité de solutions possibles, étant donné un nombre fini de contraintes. Mais ça a donné comme autre problème le fait que le domaine de solution, d'une part, est clos, il est vaste, mais clos, et connu, donc fini, et que l'ensemble de toutes les solutions générées sont finalement d'égale valeur. La production de sens dans leur articulation devient finalement complètement vacante. Et cette question n'a pas tellement été résolue dans le développement de techniques génératives, je pense pour une chose bien précise, qui est que ce passage, cette crise de l'intuition, qu'on appelle communément comme ça au XXe siècle, dans les sciences et la philosophie en général. Donc c'est la disparition de l'intuition dans les formalisations mathématiques pour essayer de produire une forme d'objectivité. Et ce moment-là, de la raison objective, elle a été extrêmement critiquée et a produit des mouvements de pensée extrêmement forts et féconds en sciences cognitives. Et je voudrais prendre deux axes pour représenter ça, qui sont d'un côté dans l'intelligence artificielle et la robotique, Rodney Brooks, qui donc à la fin du XXe siècle, lors d'une conférence, a produit un texte et un commentaire assez important sur le fait que les modèles de Turing n'avaient plus tellement de valeur dans la modélisation de l'intelligence elle-même. Et le travail conséquent du philosophe en sciences cognitives, qui est Jerry Fodor, avec son comparse Zenon Pilichin, qui a produit en contrepoint de Chomsky, qui est un des adversaires de Chomsky finalement, qui a écrit un livre que je recommande beaucoup, qui s'appelle donc Esprit sans sens, Mind Without Meanings, mais qui a aussi développé une idée extrêmement forte qui s'appelle The Language of Thought. Et ce qui se retrouve dans The Language of Thought, c'est l'essence du débat entre représentationnalisme, computationalisme et relationnalisme. C'est-à-dire que pour parler de la manière de notre rapport au monde, soit on parle d'une forme de médiation, et d'une certaine manière, cette médiation est internalisée et on doit la représenter. Au XXe siècle, la meilleure manière de représenter tout ça, c'est d'utiliser une forme, un modèle symbolique et algébraïque qui est à la base de la computation pour essayer de comprendre comment ça marche. Et à l'instar de cette position-là, le relationnalisme, qui part d'un point de vue externe, et que la manière dont le sens est construit, notre relation au monde est construite, est externe à l'esprit humain. Et donc pour finir sur cette partie-là, The Language of Thought, c'est une idée qui est
de dire, ben, finalement, il y a quelque chose il doit y avoir, s'il n'y a pas de représentation, de structure figée, comme une sorte de grammaire générative qui permet de supporter la création de sens, comme proposé par Chomsky à l'époque, il doit y avoir quelque chose, une représentation beaucoup plus abstraite, un modèle de pensée qui permet de générer le langage et qui permet de générer du sens, mais de manière beaucoup plus ouverte. Et cette structure abstraite, elle peut se modéliser dans un ordinateur. Et c'est ça un des challenges. Ça ne veut pas dire que tout se modélise, tout peut se modéliser par le language of thought. Ça veut dire que le moment, en fait, dans les processus cognitifs où il y a une certaine capacité à produire une relation au monde, cette partie-là doit pouvoir être modélisée. Et c'est jusqu'à présent une des positions les plus fortes et les plus robustes, qui n'est pas bien sûr complète, mais qui supporte donc la position du computationnalisme et sur laquelle je me base également. Mais c'est pas forcément la position la plus défendue en architecture, et il y a des raisons pour ça. Je pense qu'ils viennent principalement de la manière dont la phénoménologie en architecture s'est développée. Parce qu'on sait qu'elle s'est développée au même moment, assez brièvement, finalement, à partir d'un criticisme du modernisme et de son technicisme, pour essayer de développer une idée de l'expérience qui est bien moins médiatisée. On pense bien sûr à Heidegger et plus tard Husserl. Donc ça, c'est marqué bien sûr par des événements mondiaux beaucoup plus importants qui ont profondément changé nos modèles de pensée, mais qui ont bien sûr, évidemment, forcé certains passages à l'architecture et à la manière de penser la manière de penser le phénomène. Donc Merleau-Ponty a été évoqué précédemment. Un des mouvements les plus forts en phénoménologie de l'architecture, on la connaît bien, c'est l'école des sexes, d'abord en Europe, par des personnages comme Dalibor Visilli ou Rictvert, et leur étudiant qui a été un des vecteurs principaux et les plus consistants, qui est Alberto Pérez Gómez. On connaît bien l'influence de Merleau-Ponty et l'arc intentionnel, par exemple, ou la poétique de Bachelard après Husserl et Heidegger, sur le développement donc, de ces idées en phénoménologie architecturale d'un non-représentationnalisme, d'une perspective d'expérimenter le monde sans représentation computationnelle, avec toujours ce spectre d'avoir finalement, paradoxalement, des structures fermées qui emprisonnent la créativité ou la richesse de la création. Donc une non-compréhension du débat similaire et corollaire qui se passait en sciences cognitives autour du niveau d'abstraction nécessaire pour parler des formalisations computationnelles dans les phénomènes cognitifs. Ce qui, pour ma part, est une position personnelle, mais que j'invite aussi à réflexion, est une position extrêmement romanticiste des architectes et de la phénoménologie architecturale, qui coupe aussi une capacité à modéliser les choses sur une temporalité qui est, disons, beaucoup plus passive et distante par rapport aux phénomènes cognitifs qui sont en jeu dans notre corps et dans notre cerveau. Pourtant, on a beau critiquer la cybernétique, on a
pourtant bénéficier de leur héritage infrastructurel et de toutes les technologies de communication et d'information que ça a permis de développer. Claude Shannon a été mentionné précédemment, et avec Norbert Wiener, je pense que, bien sûr, au regard de ce qu'on connaît de la physique quantique aujourd'hui, on a vraiment évolué dans la sophistication de nos connaissances du concept d'information. Mais il ne faut pas oublier que au départ, étant donné les outils et les modèles de pensée qui étaient implémentés, même quelqu'un comme Norbert Wiener considérait la cybernétique comme quelque chose de plus grande envergure, qui n'a pas forcément attrait simplement à la cybernétique, mais peut-être tout simplement à la modélisation en général, et la manière dont on cherche à encoder cette information et à la modéliser. Donc il disait lui-même que la théorie du contrôle en ingénierie, qu'il s'agisse d'implémentation chez l'homme ou l'animal, ou que ce soit purement mécanique, ce n'est qu'un chapitre finalement dans la théorie des messages. Et je pense que c'est un rappel important pour se dire que les technologies d'information et de communication qu'on utilise aujourd'hui représentent beaucoup plus de capacités que des techniques d'encodage de l'information, qui ne sont juste qu'une sous-partie de leurs enjeux. Et pour finir avec cette diapositive, des personnes contemporaines aussi à cette époque de la cybernétique, comme Gordon Pask, ont très bien compris lorsqu'ils ont développé leur théorie de la conversation, par exemple. Pour en venir maintenant aux interfaces cerveau-ordinateur, je regarde rapidement le temps. OK. Donc pour en venir rapidement aux interfaces cerveau-ordinateur, ce sont des interfaces qui ont été développées sous couvert de modèles cybernétiques. Et on voit bien l'intérêt, l'enjeu, l'espoir de communication qui a été développé dès le début. On le voit par exemple dans un papier important de Jacques Vidal qui a été vraiment crucial dans le développement des interfaces cerveau-ordinateur à la fin du XXe siècle. Et on voit aussi avec des personnes comme Emmanuel Longchamp, qui est un de mes chercheurs en sciences cognitives préférés, parce qu'il écrit ses articles comme des gens de vendetta personnelle, mais qui a été vraiment instrumental dans la compréhension de certains phénomènes neuronaux et leur corrélation par rapport à un événement qui se passe à l'extérieur de notre corps, au monde. Et donc lui-même à l'époque luttait entre des moments où trouver un phénomène neuronal doit être corrélé avec un événement extérieur au monde, et l'enjeu crucial était, et l'est toujours, de comprendre si cette corrélation fait sens. Et je pense, pour le contrepoint historique, une bonne manière de finir avec ça, la dernière présentation a parlé de Frédéric Kiesler, et c'est marrant, on parle souvent de la Endless House, mais on ne parle jamais de son passage à Columbia, il me semble, lorsqu'il a développé son laboratoire de coréalisme, et où il a développé ce terme de biotechnique. Je pense que c'est historiquement un des architectes, malgré l'époque, qui a le mieux formalisé cette intention et cet espoir d'avoir une discussion, une conversation entre le monde extérieur et l'esprit humain à travers le développement de technologies de communication. Donc maintenant, je vais passer sur ma recherche et je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Pardon si je déborde dans le temps, n'hésitez pas à me le rappeler.
ça fait 10 ans maintenant que j'avais eu cet intérêt pour essayer de travailler avec des chercheurs en neurosciences. Et donc, j'avais démarré en 2011 et 2012 une série de workshops à Malaquais lorsque j'étais toujours enseignant là-bas, au département Digital Knowledge qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Donc, il s'agissait d'une série d'introductions et de collaborations avec des chercheurs en neurosciences, principalement Fabien Lotte, pardon, à Bordeaux, à l'INRIA, pour essayer de comprendre quels sont les enjeux et les modèles portés en interface cerveau-ordinateur et leur application. Et en les éprouvant, en essayant de faire une sorte de reverse engineering, de l'acquisition des signaux à la modélisation des paradigmes, essayer de comprendre finalement quels seraient les potentiels de tout ça en modélisation architecturale. Et il s'agissait bien sûr donc de vraiment d'idées prototypiques, mais ce qui m'a amené à écrire 1 ou 2 articles sur les potentiels réels que ça pourrait apporter dans la génération de formes et la modélisation en architecture et en design. Et donc j'avais commencé à développer des projets d'envergure plutôt artistique, mais aussi qui m'ont aidé vraiment à formaliser une idée prototypique que j'avais appelée la greffe heuristique, où finalement la création de sens et de valeur qui se passe dans le cerveau humain, quel que soit le stimulus qu'on perçoit, c'est ce qui nous permet de créer cette relation au monde, peut entrer en communication et en conversation avec un ordinateur par bien sûr des modèles d'apprentissage et par des stimulations génératives, donc de stimulus visuels. Mais ce qui a été frappant dans ces expérimentations, c'est que cette mise en conversation, donc cette greffe heuristique de la production humaine de valeur par discrimination, n'est pas forcément quelque chose de linéaire. Et donc cette expérimentation qui visait à discriminer la forme d'un cube, une forme finalement géométrique très simple, dans un flux de variations constant. Et lorsqu'on arrive à décoder un motif discriminant dans cet événement, dans ces potentiels, il y a des événements dont je parlais précédemment, on fige la forme et ça a donné lieu donc à une série de sculptures dans le temps qui, lorsqu'on on observe sur un temps finalement de création de plusieurs semaines, qui ne sont pas des temps des valeurs de discrimination stables, mais variées. Puisqu'on sait que finalement, on produit cette création de valeur de manière continue. C'est un des principes de productivité de l'esprit humain, de créer du sens de manière infinie. Mais on est aussi sujet à tout un sens de stimulation qui nous permet de faire ça et qui nous enrichit dans cette création de valeur. Et donc finalement, la production, l'idée de cette greffe heuristique, c'est de se dire que dans le développement de systèmes de communication qui nous permettraient donc de générer des formes, de modéliser des architectures, ce n'est pas de contrôler une structure de représentation, mais c'est de faire une sorte d'émulation de cette conversation, de reconnaître les signaux qui font sens et de les implémenter dans une boucle avec un ordinateur. Et c'est ce qui a donné en fait le démarrage de ma thèse pour développer cette technologie et la prototyper en considérant cette fois-ci la vision comme un modèle de technologie. Donc du moment où on perçoit quelque chose du monde extérieur, au moment où on produit des signaux, on peut observer ces phénomènes dans les motifs neuronaux qui sont liés à la création de valeurs. Donc un des exemples dans la manière dont j'implémente ça dans mes expérimentations pour essayer donc de créer
une application pratique, de prototyper tout ça, c'est de partir de modèles qui sont déjà développés dans ce que j'appelais les spellers pour la réhabilitation, et d'utiliser des paradigmes de présentation visuelle sérielle et répétée qu'on appelle des paradigmes rapides, sériels, visuels, et de présenter dans une forme de répétition générique des solutions de design qui ont en partie des propriétés visuelles similaires et très peu de différences, et la stimulation qui porte très peu de différences, qu'on appelle une oddball, donc l'élément presque similaire mais pas tout à fait, qui nous permet de comprendre si, oui ou non, le motif neuronal lié à l'événement de cette présentation, qui est discriminant, est lié à la différence des propriétés visuelles qui sont présentées. Donc ça, c'est une forme de corrélation très connue en psychologie visuelle pour essayer de comprendre justement si ces phénomènes font sens ou pas. Et c'est donc le type de technique qui me sert à développer aussi des modèles génératifs de formes, sans passer par des structures syntactiques comme je l'ai présenté précédemment. Et finalement, avec ça, au bout de quelques secondes, on peut partir d'un blob et commencer à générer des formes de manière ouverte. Une des progressions qu'on peut faire à partir du moment où on commence à avoir un prototype génératif qui met en boucle cette conversation, c'est de se dire, finalement, la discrimination, on la considère comme quelque chose de binaire, c'est oui ou non, mais ça se passe pas exactement comme ça dans le cerveau. Le spectre de ne serait-ce qu'un type de motifs qui sont les ERP, ces potentiels liés à des événements, c'est quelque chose qui, bien que identifié dans des fenêtres temporelles bien définies, ont un spectre à la fois de corrélation, mais aussi de signature qui est plutôt vaste finalement. Et donc l'idée seconde est de se dire, si on veut pouvoir modéliser en architecture, si on veut pouvoir générer des formes et répondre à ce qui nous est présenté de manière pertinente, il faut qu'on puisse se découpler d'une discrimination binaire, mais qu'on puisse produire une discrimination qui donne un gradient de variation possible, qui puisse nous donner en fait une identification de régions dans les domaines de solutions qui pourraient être intéressants, mais qui ne sont pas forcément ce qu'on cherche à modéliser actuellement. Et c'est ce qui m'a donné en fait à rechercher sur le développement donc de modes discriminateurs en machine learning qui puissent avoir donc une classification multiple et qui puissent encoder chez un individu des domaines de discrimination qui sont soit des rejections vraiment directes sur une simulation qui n'est vraiment pas ce qui nous intéresse, soit des motifs discriminants qui sont clairement identifiés avec la tâche en cours, donc ça c'est vraiment ce qui m'intéresse, soit des choses qui sont intéressantes mais pas forcément alignées avec la tâche en cours. Et ça a énormément d'intérêt pour la modélisation parce que lorsqu'on veut articuler deux pièces ensemble pour créer quelque chose qui fait sens, principe de modélisation en architectonique, modélisation architecturale, c'est de se dire que la vraie valeur de nous en tant qu'architectes en conception, c'est de créer du sens à ce moment-là. Mais ce sens, il n'est pas donné, ça fait partie de notre travail de synthèse, bien sûr. Et donc, l'enjeu, c'est de développer des modèles de communication qui permettent d'encoder et de décoder cette capacité cognitive.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire à partir de ces premières recherches, donc de porter les expérimentations sur la croissance de forme vers l'agrégation de parties pour essayer de visualiser de manière itérative des catégories visio-sémantiques qui sont liées à l'architecture. Donc, par exemple, la formation progressive d'une colonne, tout en essayant de minimiser les structures et les contraintes géométriques ou syntactiques qui sont à la base donc, des principes de modélisation générative. Et pour l'agrégation de parties, ça veut dire, par exemple, on peut tout à fait apprendre dans un modèle génératif d'apprentissage séquentiel comment deux géométries non triviales ou implicites ne doivent pas rentrer en collision. Et on arrive à créer des tas, par exemple, à générer plein de tas. Donc ça fait, par exemple, ça fait partie d'un ensemble de données qui nous permet d'apprendre des contraintes implicites sur des géométries de parties qu'on ne connaît pas. Mais ça ne nous donne pas, en fait, ça ne donne aucune information sur comment agréger ces parties en un tout qui fait sens ou qui nous permet de créer des relations sémantiques dans notre esprit. Et c'est vers la fin de mes recherches, en fait, que j'ai réussi à produire ce genre de modèle de conversation où lorsqu'on essaye d'agréger une colonne, on propose, donc comme j'ai présenté précédemment, on propose des agrégats à différents états donnés de manière itérative en relation à est-ce que oui ou non ça nous fait penser à une colonne. Et ce qu'on arrive à apprendre, c'est des, des propriétés extrêmement conceptuelles de la colonne, qui sont par exemple la verticalité, mais également d'autres propriétés qui ne sont pas induites dans les définitions génériques d'une colonne, qui sont des propriétés liées aux subjectivités d'un individu, par exemple. Et ce que je vous présente pour finir ici, c'est donc deux photos d'un projet à la fois de recherche et artistique qui a été présenté au Centre Pompidou en 2020 à l'exposition Neurones. Ça s'appelle Deux colonnes à partir de potentiels neuronaux, où d'un côté, vous avez à gauche la colonne qui a servi à l'apprentissage d'agrégation pour la formation d'une colonne, et d'un côté droit, à droite, donc sa restitution par un générateur après l'apprentissage. Et tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et d'un point de vue pratique, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à partir de quel moment on a véritablement, on a suffisamment de confidence pour comprendre que les motifs discriminants d'un individu ont été décodés de manière suffisante pour pouvoir les déployer sur un ensemble architectural. Et c'est le genre de mécanisme en fait que j'ai développé aussi pour des principes de modélisation dans mes recherches, de la même manière que ça se déploie dans les modèles de programming de programmation de langage naturel, donc avec une sorte de pivot où il y a suffisamment de biais subjectifs pour pouvoir provoquer un index individuel sur la discrimination d'une catégorie sémantique comme une colonne, par exemple. Et ça donne lieu à des représentations, pour finir, beaucoup plus abstraites, qui sont, ici vous voyez la représentation pour un individu du domaine appris d'une colonne, et ce qui nous permet ensuite de déployer de manière générative la génération d'une colonne à partir de tout ce qui était appris sur un individu, de cette manière-là. Donc pour moi, ce sont la manière d'exprimer comment, à partir d'une relecture des potentiels qui sont présents dans l'histoire des idées en sciences cognitives, en technologie d'information et de communication, peuvent se déployer de manière bénéfique pour l'architecture, en essayant de comprendre le niveau d'abstraction, le potentiel qu'il y a à aller chercher dans les niveaux d'abstraction, pour pouvoir réaliser des objets concrets dans le monde physique.
Et pour finir, donc ça c'était mon doctorat, et maintenant je prépare donc un projet postdoctoral financé avec des fonds nationaux qui sont le Swiss National Science Foundation, toujours au même institut. Ce projet s'appelle Neuramode et vise, à partir de ce qui a été appris, à partir des fondements théoriques, critiques et techniques qui ont été développés, un véritable prototype de logiciel de modélisation pour la modélisation architecturale. Et l'hypothèse, bien sûr, c'est de se dire qu'avec ce genre d'interface, on devrait être capable de produire des solutions de design, des solutions architecturales de plus grande variance, de plus grande richesse. Une liste assez courte finalement de textes qui sont liés à ce que je vous ai raconté, qui sont mes recherches depuis ces prochaines années. Et bien sûr, mes contacts, n'hésitez pas si vous avez des questions après la conférence. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Il nous reste environ 20 minutes avant la prochaine pause qui nous laisse pas mal de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre le micro ou à indiquer un commentaire dans le chat. Dans quelques minutes. J'ai peut-être une question, mais ça peut paraître très technique par rapport à tout ce qui a été évoqué. À un moment, vous présentez... merci pour cette présentation très imagée, graphique, et qui nous permet de comprendre beaucoup plus facilement aussi ce qui est évoqué. À un moment, vous avez présenté une représentation de la manière dont quelqu'un se représente une colonne. Je ne sais pas, c'était un visuel avec des gradients. Je me demandais comment ce type d'image était produit, par quels moyens on passe pour récupérer ce type de visuel. Qu'est-ce qui est représenté exactement? Ouais, je vais vous remontrer l'image si vous voulez. Ça va servir de support. Celle-ci? Oui, c'est celle-ci, oui. Ouais. Alors, ce qui se passe, je vais procéder par étapes, c'est que lorsqu'on crée des formes comme... Pardon. Je vais y arriver. Voilà, lorsqu'on crée des formes comme celle-ci, en fait, ce qu'on cherche à comprendre, c'est à quel point elles font sens par rapport à des formes qui seraient générées sans apport humain, finalement. Et parce que si ils n'ont aucune valeur par rapport à quelque chose qui est généré de manière totalement automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information qui soit passée finalement dans ce type d'interface, il n'y a pas eu d'interaction valable. Et donc, une première chose qui est faite, je suis passé un peu rapidement sur ce slide, je m'en excuse, c'est de se dire, dans les graphes qui sont à droite, ce que ça représente, c'est la comparaison de ces formes-là qui ont été discriminées par une interface cerveau-ordinateur et des formes qui ont été générées avec exactement les mêmes règles, mais de manière entièrement générative. Et donc sur le groupe de graphes qui sont à droite, en haut, vous voyez un nuage de points en haut à droite qui sont en fait les formes entièrement génératives. Et d'autre part, sont présentés en fait surlignés par ces gradients, les formes
qui ont été générés en interface. Et ce que les gradients représentent ici, ce sont en fait la proximité de ces formes dans une... alors ici, c'est visualisé en 2 dimensions, donc sur l'ensemble, je crois, je me rappelle, il y a 36 dimensions pour chacune forme en termes d'informations qui ont été ensuite réduites à 2 par des mécanismes comme t-SNE ou UMAP pour voir si effectivement l'information, disons la distance qui est produite en 2 dimensions nous donne à voir quelque chose de pertinent. C'est de se dire, la première chose, c'est qu'il y a une différence dans les clusters qui sont générés de manière complètement automatique avec les clusters qui ne le sont pas. Et l'autre, c'est de se dire qu'il y a des régions d'intérêt qui sont portées soit par des informations graphiques, soit par des informations géométriques. Et d'autre part, c'est de se dire, OK, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, mais qui sont différentes de quelque chose de complètement random. Mais quel est leur intérêt finalement? Et donc, au-dessus, en plus de ce groupement, de cette clusterisation de régions d'intérêt, qui sert en fait à séparer les motifs neuronaux dans les événements liés au potentiel, aux ERP, ce qui me permet de créer en fait une classification multiple. Ça permet donc de se dire, OK, en plus de ça, dans d'autres domaines plutôt liés à la fréquence ce coup-ci, je peux ajouter des index d'attention et de me dire, peut-être que ces clusters-là, en fait, ont provoqué plus ou moins d'attention visuelle au moment où ils ont été enregistrés. Et donc, ce genre de graphe, c'est une représentation de la manière dont est corrélée la création de valeur, et elle est mappée, cartographiée sur des régions d'intérêt avec différents indicateurs. Donc ces indicateurs, c'est bien sûr la distance que ces motifs neuronaux peuvent avoir entre eux et par rapport au stimulus généré, et certains facteurs, marqueurs d'attention au moment où ces motifs-là ont été générés. Donc il y a bien sûr, c'est pas le graphe opérationnel qui est présenté, c'est aussi il y a un gros travail disons, d'esthétisation pour essayer de communiquer cette chose-là, ce qui est aussi une de mes obsessions. J'adore travailler sur ce genre de modulation de valeur. C'est presque un travail pictural, mais c'est ce que ça cherche à représenter. Et ici, ce que ça représente, c'est pour un temps d'apprentissage donné, la séparation du domaine d'intérêt pour les différentes présentations, les différentes configurations spatiales de ces pièces ensemble. Donc les différents domaines d'intérêt dans un espace de solution qui permet de générer une colonne. Donc les gradients que vous voyez, ce sont des configurations spatiales avec certains marqueurs d'intérêt d'une pièce avec une autre, qui sont liés à une relation de catégorie sémantique à une colonne, mais pour une personne. Ça ne veut pas dire que c'est forcément générique pour tout le monde. Ça veut dire que c'est un principe générique qui permet de mapper, d'apprendre pour un individu et de générer le même principe en fait entre un individu et un autre.
Et donc, à travers ce genre de, de formalisation, finalement, qui cherche à utiliser un certain niveau d'abstraction, on arrive à produire une sorte de variance beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte, mais qui peut également, dans le principe génératif, introduire toute une sorte de contraintes préinduites. C'est juste qu'elles ne sont pas préspécifiques, à l'instar des modèles syntactiques. J'ai peut-être un commentaire ou une question. Du coup, il y a une forme d'apprentissage, comme il y a une interaction entre le concepteur et ce qui est produit et un feedback visuel au final. Je me demandais, est-ce que donc l'apprentissage permet d'avoir une expérience qui est personnalisée, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut penser à un échange, comment ça fonctionnerait avec d'autres personnes? Admettons, 2 personnes travaillent ensemble. Est-ce qu'on peut imaginer avoir du coup une personnalisation qui soit collaborative? Ou est-ce que, je me demandais si tu avais exploré cette piste-là? C'est une question que je me posais au tout départ, tout simplement pour effectivement des questions de variance et aussi des questions d'ouverture. Le problème, c'est de formaliser une conversation entre 2 personnes et de considérer que ce sont deux éléments ouverts, en fait, à toute une sorte de stimulation. Et je pense pas que ce genre de technologie, telle que je la formule, est viable de manière collective. Mais il y a des questions qui sont liées. Par exemple, en machine learning, on parle de transfert, d'apprentissage d'une modalité à une autre. Et c'est aussi une vraie question maintenant en neurosciences, puisqu'il y a un vrai problème de rareté en fait de datasets. C'est de se dire que on doit pouvoir transférer une information apprise dans un domaine particulier, qui soit un individu, ou qui soit une tâche donnée, qui soit une modalité donnée, donc modalité sensorielle par exemple, vers une autre. Le problème étant que c'est très bien étudié pour des informations structurées en représentation, en apprentissage de représentation par exemple pour des images, mais pour des informations qui sont non stationnaires dans les EEG par exemple ou d'autres, le problème est de trouver comment préserver l'information d'un domaine à un autre. Et ça se fait de cette technologie en fait de transfert de l'information. Je pense que c'est quelque chose qui se parle le mieux dans ce domaine, mais qui n'est pas encore viable pour essayer de porter ça à un niveau applicatif pour la modélisation. Je pense que on parle pas du même niveau de complexité. C'est quelque chose de très intéressant, mais je pense qu'il faudrait regarder ça d'abord d'un point de vue technique, plutôt que d'un point de vue technologique pour l'architecture. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? J'ai une autre question, j'en profite, si personne Oui. se manifeste. Je me demandais, dans les participants que tu as eu pour tes expériences, si c'était des designers ou si tu avais différents types de profils en ayant une différence entre designer et non designer. Et pour voir s'il y avait des différences. Donc la question sous-jacente est, est-ce que
les ERP sont différents en fonction du profil designer, non designer? Et sinon, est-ce que cela implique qu'un non-designer pourrait utiliser ce type d'outil pour faire du design? Quel est le potentiel du coup de cet outil-là pour un novice? Oui. Alors, pour cette recherche, la question n'était pas... en fait, il n'y avait pas d'hypothèse sur la valeur de l'expérience, en fait, a priori, l'expérience visuelle. Ce point de vue-là était en fait complètement mis de côté, parce que ça demande d'avoir une considération vraiment longitudinale sur des temps extrêmement longs, de savoir quelles sont les dynamiques d'apprentissage pour un utilisateur par rapport à une technologie. Et c'est aussi c'est pas un consensus en interface cerveau-ordinateur, la bidirectionnalité d'apprentissage. Ça s'appelle la sorte de digital literacy, et d'un côté il y a human literacy, de l'autre côté computer literacy, et s'il y a des modèles d'apprentissage pour l'ordinateur ou les formalisations artificielles d'apprentissage, il y en a aussi pour l'humain, mais ça reste des éléments de controverse. Et donc ce côté-là de l'expérience visuelle, en fait, je l'ai mis de côté jusqu'à présent. C'est quelque chose qui revient maintenant dans ce projet où on parle vraiment d'application et on cherche à étendre. Il y a 2 enjeux fondamentaux, c'est d'essayer de construire des datasets consistants, pérennes, à la fois donc qui sont concentrés sur les expérimentations en cours, mais qui progressent aussi dans le temps de manière longitudinale, et essayer d'augmenter ça ensuite avec des collaborations futures pour voir si les tâches développées, les paradigmes développés sont suffisamment robustes pour être appliqués. Mais disons que le problème reste à savoir si la spécificité, et ça c'est quelque chose peut-être qui est plus attrait à tes recherches, Julie, qui sont si en fait les designers et les architectes ont vraiment des phénomènes cognitifs qui sont différents du reste. Est-ce que finalement l'entraînement, l'expérience au niveau comportemental d'un être humain a un rôle sur l'observation des phénomènes cognitifs? On sait que l'attention, par exemple, qui est quelque chose de quasiment universel, a des influences considérables sur l'observation des ERP, sur leur amplitude, par exemple, ou sur leur phase. Mais sur ce point de vue-là, je pense que tu serais plus experte que moi. Oui, c'était un peu étant donné qu'en cognition, c'est vrai qu'on définit le processus de design comme différent d'une autre tâche. C'est pas vraiment la résolution de problèmes, mais ça y ressemble. Et donc, c'est pour ça que je me demandais si... Enfin, moi, oui, c'est une question que j'explore, c'est à un niveau neurocognitif, si on voit aussi une différence à ce niveau-là. Et d'où ma question de savoir sur les types de participants, si éventuellement tu avais fait une expérimentation avec un profil designer, du coup, qui est entraîné pour le design, et un profil non designer, du coup, qui là, normalement, n'a pas d'expérience pour faire du design. Et l'idée derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, on inclut de plus en plus des non-designers aussi dans le processus de conception, et du coup, qu'elle pourrait prendre la place de l'outil dont tu parles dans ce contexte-là. Oui. Je pense la position la plus riche et la plus intéressante, c'est toujours de se mettre du côté de
la technologie la plus générique et la plus simple et la moins contraignante. C'est ce que j'invite à chaque fois que je suis demandé à présenter mes recherches, de considérer les technologies d'information et de communication comme quelque chose d'émulant plutôt que contraignant. C'est-à-dire d'expliciter certaines contraintes d'interaction, par exemple, c'est jamais bon. Et si on arrive en fait à développer, ce qui n'est pas du tout facile en interface cerveau-ordinateur, mais si on arrive à développer des interfaces qui sont basées sur des phénomènes physiologiques implicites, sur des tâches qui sont dont les contraintes et le domaine d'interaction sont également non explicités, et qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on arrive à émuler, ce sont des phénomènes qu'on observe de manière plus ou moins universelle chez chaque être humain. Ce qu'on a réussi à établir, c'est un modèle de communication universel, générique, qui peut plus ou moins tout faire. Le problème, c'est toujours d'établir un certain niveau de contrôle et de restreindre le tout de manière à ce que l'information continue à passer ou l'attention se porte sur des choses particulières. Et je pense que c'est le vrai challenge de se dire, finalement, s'il y a une technologie à développer, elle doit se porter un certain niveau d'abstraction, mais elle doit aussi trouver la bonne balance sur des capacités finalement qui sont pas exploitées dans la formation professionnelle ou la formation pratique et explicite, mais qui sont présentes chez chaque être humain. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à abstraire ce potentiel et à formaliser cette technologie de cette manière-là, je pense qu'on a réussi. Mais bon, bien sûr, je dis ça de manière très positive, c'est le grand vecteur de base qui me motive chaque jour pour développer ça. Mais bien sûr, ça vient avec beaucoup de challenges. Pour ma part, je pense, et je dis ça sans aucun contrôle, mais c'est mon intuition de me dire que l'expérience visuelle n'a pas véritablement d'impact sur ce genre de considération. Parce que finalement, on a tous des yeux et on construit tous une expérience. Ce qui importe, c'est le vecteur de communication qui l'émule. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ou commentaire avant la pause? J'ai beaucoup de questions, mais peut-être si je peux en poser une comme ça, je me disais, Oui. j'ai cru comprendre, Pierre, que tu cherchais donc cette question de remettre le sens, quoi, donc de la valeur de ces images, de ces colonnes, etc. Et en même temps, tu as dit assez peu, donc je sais pas si c'est ta présentation ou quoi, mais je me demandais, est-ce qu'on arrive à dire à un moment donné, mais quelle valeur, quel sens, est-ce que ça, ou est-ce qu'en fait ce sens, on arrive à le, je sais pas comment dire, l'attraper, mais est-ce qu'il reste dans la machine? Mais en même temps, à un moment donné, tu as parlé de la verticalité de la colonne comme étant quelque chose qu'on a retrouvé, que je trouve extrêmement intéressant. Alors je me disais par exemple dans ce graphique en 2 dimensions que tu montres, où est-ce qu'elle est la verticalité? J'ai l'impression d'être très grossier quand je demande ça par rapport à la finesse de ce que tu fais, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut repérer comme un pattern comme ça? Et en même temps, je me demandais, mais à quel moment est-ce qu'on a dit que c'était une colonne en fait? Tu vois, il y a des niveaux de sens qui sont. Est-ce qu'à un moment donné, on décide? J'imagine qu'il faut bien à un moment donné poser des conditions à cette expérience qu'on fait. On décide que c'est une colonne, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on arrive à retrouver à travers tes expériences? Excuse-moi, c'est sans doute très mal formulé, mais peut-être tu peux. Non, je comprends tout à fait. Et je pense que c'est dû à la. J'ai brossé ça un peu trop rapidement. Mais chaque expérimentation, en fait, chaque présentation visuelle que je fais consiste en une tâche
tout en essayant de réduire au maximum les informations données ou le type de contraintes qui vont générer cette stimulation visuelle. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un protocole génératif qui soit suffisamment minimum pour essayer d'ouvrir au maximum le domaine de solution, d'exploser le domaine de solution et de réduire ce domaine à travers le décodage de ces phénomènes discriminants. Et donc la dernière expérimentation que j'ai présentée qui consiste à essayer de former, d'agréger une colonne, c'est la seule indication sémantique qui est donnée à l'utilisateur, c'est de se dire, donc tu vas voir de manière itérative des agrégations de parties et ces parties-là, en fait, vont évoluer dans le temps. Les états donnés qui vont être corrélés à ces phénomènes discriminants vont figer cet état pour proposer en fait une nouvelle base, une nouvelle situation d'agrégation. Donc ça évolue comme ça, et pendant que tu visualises ça, essaye de discriminer les états qui t'aident à former une colonne. La seule indication en fait de catégorie sémantique qui est donnée, c'est d'essayer de former une colonne. Mais c'est la seule chose, c'est-à-dire qu'on n'induit pas en fait dans le décodage, disons la réduction du domaine de solution, on n'induit pas de vecteur de verticalité, ou on n'induit rien. En fait, la seule chose qu'on induit au départ, c'est le fait que ces géométries, on ne connaît pas leur description géométrique, mais on sait qu'elles ne doivent pas rentrer en collision. Donc à la base, il y a tout un tas de parties agrégées, non triviales, qui sont des tas, des amas, qui n'ont pas d'autre sens que d'être ensemble sur le sol. Et donc des nouveaux états de ces tas sont présentés petit à petit pour converger vers des états qui ont été discriminés. Et ce qui en ressort, c'est la verticalité, mais la verticalité, elle est exprimée seulement dans la génération des formes, elle n'est pas exprimée dans le kernel en fait d'un modèle discriminateur. Ce qui est représenté dans le corps en fait d'un modèle discriminateur, c'est la séparation de ces motifs discriminants pour un individu qui correspond à la catégorie sémantique d'une colonne. Mais la relation, elle est faite elle est faite uniquement par ce qui est présenté visuellement à l'écran et ce qui est appris d'un individu par un modèle de discriminateur dans la machine. Et donc ce principe-là, c'est une des étapes où en fait on arrive à généraliser, à abstraire le type d'information qu'on cherche à utiliser pour provoquer une communication, plutôt que d'essayer de représenter immédiatement une formalisation de ce qu'on cherche à modéliser. C'est ce que j'essaye d'exprimer quand je parle de différence entre une technique et une technologie. Une technique, c'est toujours les rouages, les mécanismes qui cherchent à implémenter une technologie. Et c'est pas le même niveau d'abstraction. Donc la technique, c'est les modèles discriminants et les générateurs que j'utilise pour à la fois décoder les motifs discriminants neuronaux propres à l'intelligence humaine et créer des générateurs de formes qui apprennent de manière séquentielle les dynamiques de ces valeurs.
Et la technologie, c'est la vision. Donc c'est la vision et tout ce qui se passe en fait dans notre capacité à créer un rapport au monde de manière continue. Merci.